c'est arrivé. Le plan historique de Fedorov est tombé entre les mains de Khmara. Un projet qui va tout changer. La Russie va brûler. Une déclaration ferme du ministère de la Défense. Un nouveau coup majeur porté à la machine de guerre du Kremlin. Une opération unique qui a secoué tout le monde. Et ce n'est que le début. Après Novorossiysk, l'Ukraine prépare une surprise encore plus douloureuse pour le Kremlin. L'ennemi ne s'attendait certainement pas à un tel revirement. La flotte, la logistique, les installations de carburant et les entreprises qui travaillent pour l'effort de guerre. Tout cela pourrait devenir une cible. Mais le plus intéressant, c'est que Fedorov n'a pas seulement transmis une idée à la nouvelle direction, mais une stratégie toute prête. Qu'ont exactement prévu les dirigeants ukrainiens? Je vous le dirai dans un instant. Ne manquez pas ça. Bonjour, c'est Ukraine aujourd'hui. Je suis Solomia Dolik et voici les dernières actualités. Fedorov a transmis son plan historique de conduite de la guerre à Khmara. Le ministre de la Défense par intérim s'en est déjà emparé et a montré le tournant décisif des événements. La Russie va brûler. L'Ukraine prépare une nouvelle vague de frappes contre la machine militaire du Kremlin. Khmara a révélé les détails de l'opération à Novorossiysk et a annoncé une intensification des attaques. Selon lui, la défense russe s'est révélée impuissante face à l'action synchronisée des moyens de frappe ukrainiens. Evgueni Khmara a déclaré que les forces de défense ukrainiennes disposent d'un plan clair pour continuer à détruire le potentiel militaire de la Russie. Nous désactiverons la machine de guerre russe, nous détruirons l'infrastructure, la flotte, la logistique, les installations du complexe énergétique et les entreprises qui travaillent pour la guerre contre l'Ukraine. Il a accordé une attention particulière à la récente opération à Novorossiysk. Selon le responsable, la frappe est devenue unique grâce à l'utilisation simultanée de différents moyens de destruction, missiles, drones à réaction et drones marins. La Russie s'est révélée impuissante face au fonctionnement synchrone des moyens de destruction ukrainiens. C'est le résultat d'efforts conjoints et d'une synergie qui se renforce au sein des forces de défense. Il a également remercié les militaires ukrainiens pour la précision des frappes et les fabricants d'armes nationaux pour les solutions technologiques qui, selon lui, ouvrent à l'Ukraine de plus en plus de possibilités pour frapper des cibles au plus profond de l'arrière russe. Et il semble que personne n'ait l'intention de s'arrêter là. La stratégie de frappe en profondeur sur le territoire russe est définie comme l'une des orientations clés. Selon Khmara, sa mise en œuvre est travaillée conjointement avec le commandant en chef Oleksandr Drapati, l'état-major général, les forces des systèmes sans pilote, le service de sécurité d'Ukraine, ainsi que d'autres unités des forces de défense et des fabricants d'armes ukrainiens. Khmara a déclaré qu'après la réunion présidée par le président, l'Ukraine a défini les prochaines étapes communes. Les opérations ukrainiennes deviendront de plus en plus difficiles à contrer. Les armes ukrainiennes deviendront de plus en plus nombreuses et les frappes plus précises. La Russie va brûler. En d'autres termes, Kiev signale directement que la campagne de frappe sur l'arrière russe ne sera pas interrompue, mais au contraire, qu'elle va s'intensifier. Plus de drones, plus de moyens de frappe, des combinaisons d'opérations plus complexes et de nouvelles cibles pour l'infrastructure militaire russe. Et si Novorossiysk a été une démonstration des capacités des forces de défense ukrainiennes, les opérations suivantes, selon Khmara, pourraient être encore plus vastes et plus complexes pour la partie russe. Et maintenant, des détails inattendus sont apparus. Il s'avère que Khmara a reçu de son prédécesseur un plan de guerre tout prêt. L'ancien ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, a déclaré que l'une de ses premières mesures après le changement de direction avait été de transmettre à Yevhen Khmara sa propre vision de la stratégie de guerre. Fedorov a raconté cela dans le podcast du bénévole et blogueur Serhiy Sternenko. C'est la première chose que j'ai faite. Je lui ai montré personnellement, avec émotion, avec le cœur. J'ai expliqué la logique, comment cette logique du plan de guerre se décompose ensuite en achat, en développement. Selon lui, il ne s'agit pas simplement d'une stratégie générale, mais de centaines de projets concrets qui doivent transformer le plan de guerre en solutions pratiques, de la production d'armement à la recherche de financement et à la mise en place de chaînes d'approvisionnement. Si vous regardez les détails, vous comprenez que d'ici la fin de l'automne, vous devez fabriquer des missiles bon marché. Il en faut au minimum un certain nombre. Pour cela,
Il faut s'occuper de la chaîne d'approvisionnement, des fabricants, signer des contrats, trouver des fonds. C'est une décomposition en centaines de projets. Et c'est là qu'un point important surgit. Le plan dont parlait Fedorov comporte déjà des axes clés concrets. Dès février, il a exposé une stratégie qui prévoit 3 tâches principales: la protection du ciel ukrainien, l'arrêt de l'avancée des troupes russes sur le front et des frappes contre le potentiel économique de l'État agresseur. En d'autres termes, il s'agit en fait d'une stratégie globale allant de la défense aérienne et du front à une pression systémique sur l'économie russe. Ainsi, dans le contexte des déclarations de Khmara sur l'intensification des frappes contre la Russie, il devient clair qu'il ne s'agit pas seulement d'opérations isolées. Selon Fedorov, la nouvelle direction a déjà reçu une vision systémique sur la manière de transformer la stratégie de guerre en des centaines de projets de défense et militaires concrets. Mais ce n'est pas tout. Drapati commence à agir. Les propagandistes russes tirent la sonnette d'alarme de plus en plus fort et au Kremlin, il semble qu'ils commencent à se préparer au scénario qu'ils craignaient le plus. Sur le front, des événements se préparent qui pourraient complètement réécrire les règles de la guerre. Un nouveau commandement, des décisions inattendues et des technologies qui, hier encore, semblaient relever de la science-fiction, commencent déjà à agir contre les occupants. Pourquoi, en Russie même, parle-t-on soudainement des pires scénarios possibles ? Quel nouvel atout est apparu en Ukraine et pourquoi cette guerre pourrait-elle très bientôt prendre une tournure différente ? Regardez la suite. Drapati fait vivre un véritable enfer aux Russes. Les occupants sont acculés dans des chaudrons de feu. Au sein des milieux de la propagande russe, Z, la panique se fait de plus en plus entendre. Là-bas, ils admettent déjà ouvertement, avec l'arrivée du nouveau commandant en chef, l'armée ukrainienne va radicalement changer les règles du jeu sur le front. La plus grande terreur pour les occupants est une opération à grande échelle capable de couper leur logistique, de les laisser sans approvisionnement et, simultanément, de piéger les troupes russes dans 2 encerclements mortels à la fois. C'est précisément de cela dont a parlé le blogueur russe pro-guerre, Z-blogueur Maxime Kalachnikov. Plus encore, il a pratiquement admis que le commandement ukrainien pourrait préparer un scénario visant à couper la Crimée du territoire principal de la Russie et à sectionner le corridor terrestre. Et cela, selon lui, met immédiatement en péril 2 grands groupements militaires russes. Il prépare la coupure de la Crimée en tant que base de notre groupement du Dniepr qui avance au sud-ouest. En cas de succès de leur part, la menace de création de 2 poches se profile. La Crimée elle-même se transforme en poche et l'approvisionnement du groupement du bas Dniepr est coupé. Ils peuvent couper le corridor terrestre vers la Crimée et obtenir une 2e poche dans le cours inférieur du Dniepr. En fait, le propagandiste russe admet ce dont Moscou préférerait ne pas parler. Si l'Ukraine parvient à perturber la logistique des occupants, l'armée russe risque de perdre non seulement sa base clé en Crimée, mais aussi le contrôle de tout le front sud. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que ces scénarios ne sont plus discutés aujourd'hui à Kiev, mais en Russie même. Mais l'évaluation de Drapati lui-même est devenue encore plus révélatrice. Kalachnikov l'a non seulement reconnu comme un commandant fort, mais a aussi, en fait, regretté qu'un tel général se batte précisément pour l'Ukraine. Et voilà qu'avec cette nomination de Drapati, avec sa réputation, c'est un commandant compétent, bon sang. Comme on aimerait que de telles personnes soient de notre côté. La propagande russe a convaincu son propre public pendant des années que l'armée ukrainienne était soi-disant incapable d'opérations complexes. Désormais, ses plus fervents partisans admettent eux-mêmes, c'est la nomination de Drapati qui les oblige à anticiper d'éventuels encerclements et à calculer nerveusement des options de retraite. Et pendant que nos défenseurs préparent des surprises infernales pour l'ennemi sur le front, l'Ukraine a déjà entamé la guerre de la prochaine génération. Les forces armées ukrainiennes ont mené pour la première fois un assaut aérien dont les principaux acteurs étaient des robots. Ce qui, pendant des décennies, n'était resté qu'un concept pour les plus grandes armées du monde, les militaires ukrainiens l'ont déjà appliqué directement sur le champ de bataille. Selon Forbes, un drone de transport lourd a livré profondément à l'arrière des lignes russes un système robotique terrestre ARK-1 équipé d'une mine anti-char. Après son déploiement, le robot a poursuivi sa mission de combat de manière autonome. Il s'agit en fait du premier cas connu où un drone a déployé un autre système robotique au combat, ouvrant ainsi un format de guerre totalement inédit. Le plus intéressant, c'est que les militaires américains développent depuis près de 30 ans ce concept de drone dit marsupio, où un drone transporte un autre appareil ou système robotique.
Le Pentagone a mené des expériences et créé des prototypes dépensant d'énormes ressources, mais cela n'a jamais abouti à une utilisation réelle au combat. L'Ukraine, quant à elle, avec un budget bien moindre, a non seulement construit un tel système, mais l'utilise déjà contre l'armée russe. Et ce n'est loin d'être la seule expérience. Les ingénieurs ukrainiens ont déjà créé tout un écosystème de plateformes sans pilote. De grands drones transportent des appareils FPV, des robots terrestres lancent des drones d'attaque directement depuis la ligne de front, et les drones maritimes sont devenus en fait des porte-avions sans pilote transportant des moyens de frappe. Désormais, un débarquement aérien de robots s'ajoute à ce réseau. Une telle approche résout le problème principal des plateformes terrestres. Auparavant, les robots étaient contraints de parcourir lentement des dizaines de kilomètres sur un terrain difficile, risquant de rester bloqués ou d'être détruits avant même le début de la mission. Désormais, la partie la plus dangereuse du trajet est prise en charge par un drone de transport qui livre rapidement la machine directement dans la zone de mission. Il est tout aussi important de noter qu'une telle technologie pourrait radicalement changer la philosophie même des opérations offensives. Si, il y a encore quelques années, la guerre de mouvement était inimaginable sans colonnes de véhicules blindés et d'importants débarquements, désormais la première vague peut être constituée précisément de systèmes robotisés soutenus par des centaines de drones. Les humains et les véhicules pilotés n'interviennent qu'une fois que les robots ont accompli la partie la plus dangereuse de l'opération et minimisé les risques. Et c'est précisément là que réside le principal avantage de la nouvelle tactique ukrainienne. Chaque robot ou drone détruit peut être remplacé. Une vie humaine, non. Ainsi, alors que l'armée russe est contrainte de se battre avec des hommes, l'Ukraine confie de plus en plus activement les tâches les plus dangereuses aux machines. Et si le rythme de développement de ces technologies se maintient, les futures opérations offensives pourraient ne pas ressembler du tout à ce que les militaires imaginaient il y a encore quelques années. Et tandis qu'au Kremlin, on calcule fébrilement les risques de nouveaux encerclements, qu'on discute de la nomination de Drapati et qu'on essaie de comprendre d'où viendra le prochain coup, l'Ukraine est déjà en train de changer la nature même de la guerre moderne. Un nouveau commandement, de nouvelles tactiques, de nouvelles technologies et des robots qui accomplissent déjà des missions de combat à la place des humains forment un tableau unique qui effraie de plus en plus l'ennemi. La Russie doit se préparer simultanément à des opérations de manœuvre, à des frappes sur la logistique, à l'isolement de directions clés et à une guerre où des drones s'élèvent dans le ciel et où des systèmes robotisés avancent au sol. Et à cela, les occupants ne sont absolument pas préparés. Les dirigeants ukrainiens, qui font trembler le Kremlin, Kirilo Boudanov a effectivement ruiné ses plans avec une seule déclaration. Ce qui a été dit pourrait être une véritable douche froide pour Moscou. Après ces mots, en Russie, ils ne peuvent plus être sûrs que le pire est derrière eux. Et les événements retentissants à l'arrière russe ne font que confirmer cette nouvelle réalité. Et ce n'est pas tout. Quelles mesures l'Ukraine prépare-t-elle capables de changer non seulement le cours de la guerre, mais aussi les règles du jeu pour tout l'Occident ? Voici les signaux les plus retentissants, les détails inattendus et le développement des événements que le Kremlin ne voulait certainement pas voir. Regardez jusqu'à la fin. Alors que le Kremlin comptait les jours, espérant que la pression ukrainienne allait bientôt cesser, Kiev a réservé une nouvelle surprise. Kirilo Boudanov a fait comprendre, il n'y aura aucune pause. Après la fin des 40 jours conventionnels, la campagne de pression sur la Russie ne disparaîtra pas, elle changera simplement de forme. Selon lui, il ne faut pas se focaliser sur les chiffres de 40, 50 ou 100 jours. Seule la finalité compte. Et la finalité dont l'Ukraine a besoin, c'est d'obtenir des positions fortes et de contraindre l'agresseur à la paix. L'ironie, c'est que Moscou est habitué à vivre selon un plan où tout est programmé par date. Mais le renseignement ukrainien, semble-t-il, joue selon des règles totalement différentes. Alors que dans les états-majors russes, on tente de deviner quand surviendra une pause, Boudanov laisse en fait entendre que la seule date qui compte pour le Kremlin est celle de la prochaine frappe. Et les résultats sont déjà difficiles à ignorer. Au cours des dernières semaines, des installations militaires, des raffineries de pétrole, des nœuds logistiques et même des navires de la flotte fantôme russe ont été pris pour cible. Chacune de ces frappes ne cause pas seulement des dommages économiques, mais détruit également le principal mythe du Kremlin sur un arrière-pays inatteignable. Si la guerre arrive là où on ne l'attendait pas, ce n'est plus seulement une attaque, c'est une pression psychologique stratégique. Kirilo Boudanov est convaincu. Malgré toutes les tentatives de Moscou de démontrer sa confiance, la Russie se retrouve dans une impasse stratégique. Selon lui, le Kremlin vit toujours dans l'illusion qu'il est capable d'atteindre ses objectifs uniquement par la force.
Cependant, près de 13 ans de guerre et surtout les dernières années d'invasion à grande échelle prouvent le contraire. Le chef du bureau du président souligne, même si de nouvelles lignes ou des avancées locales apparaissent de temps à autre sur la carte du front, cela ne change rien à l'essentiel. La Russie ne s'est pas rapprochée d'une victoire stratégique. Elle s'est enlisée dans une guerre qui épuise son économie, sa machine militaire et exerce une pression croissante sur sa stabilité intérieure. Et c'est précisément pour cette raison que l'Ukraine n'a pas l'intention de relâcher la pression. La campagne de frappe à longue portée et d'autres opérations d'influence se poursuivra aussi longtemps qu'il le faudra, car ce qui compte, ce ne sont pas les chiffres sur le calendrier, mais le résultat final. L'essentiel est de sortir de cette lutte plus fort que nous ne l'étions en y entrant. Les résultats de la campagne ne se font pas non plus attendre. L'arrière russe est en train d'être ramassé en morceaux. Alors que le Kremlin fait état d'un travail prétendument réussi de la défense anti-aérienne, d'épaisses colonnes de fumée s'élèvent à nouveau au-dessus des dépôts. De plus, l'un des plus grands géants de la logistique en Russie s'est retrouvé sous les projecteurs. Les drones ont atteint 2 régions à la fois. D'abord, des explosions ont retenti à Tchekhov, près de Moscou, et peu après dans la région de Leningrad, près du village de Krasny Bor. C'est précisément là que se trouve un immense complexe logistique de la place de marché Wild Berries, d'une superficie de plus de 150 000 m². Les autorités russes ont traditionnellement affirmé avoir abattu les drones avec succès, mais ont été contraintes de reconnaître des dommages dans la zone de stockage. Plus le Kremlin crie fort à propos d'une protection fiable, plus les images de fumée noire au-dessus des installations russes apparaissent fréquemment sur les réseaux sociaux. Des témoins publient des vidéos de hangars en feu, et les services d'urgence russes sont une fois de plus placés en état d'alerte renforcée. Et bien que Moscou évite officiellement de confirmer que les entrepôts de Wild Berries étaient bien la cible, les coïncidences se multiplient. Et cela ne ressemble plus à des incidents fortuits. Les centres logistiques, les entrepôts et les nœuds de transport se retrouvent de plus en plus souvent dans la zone de risque. Et c'est précisément par eux que transitent d'énormes volumes de marchandises, d'équipements et de fournitures dont dépend le fonctionnement de l'économie russe. Lorsque de telles installations cessent régulièrement de fonctionner en raison d'incendies ou de menaces d'attaque, les problèmes commencent à s'accumuler bien au-delà d'un seul entrepôt. La géographie des frappes ne cesse de s'étendre et il devient de plus en plus difficile pour les autorités russes d'expliquer pourquoi des sites stratégiquement importants se retrouvent menacés, même loin derrière les lignes de front. Et si les attaques contre les hubs logistiques deviennent réellement systématiques, cela signifie que ce ne sont plus seulement des bâtiments isolés qui sont visés, mais des chaînes d'approvisionnement entières sur lesquelles repose la machine militaire et économique russe. Mais ce n'est pas tout. Ce que prépare Kiev pourrait changer non seulement le cours de la guerre, mais aussi les règles de coopération avec l'ensemble de l'Occident. L'Ukraine déclare de plus en plus haut et fort « Il est temps de sortir du rôle de pays qui ne fait que demander des armes ». Une étape arrive où elle devient elle-même l'un des centres de leur création. Kirilo Boudanov le dit ouvertement, le modèle « Donnez-nous des armes » appartient progressivement au passé. Au lieu de cela, Kiev propose à ses alliés de construire conjointement des usines, de localiser des technologies modernes et de développer l'industrie de défense directement sur le territoire ukrainien. Car la guerre a prouvé que l'Ukraine n'est plus seulement un consommateur de solutions militaires, mais un pays qui crée lui-même de nouvelles technologies et une expérience de combat. L'ironie pour le Kremlin réside dans le fait que chaque nouvelle attaque russe ne fait qu'accélérer cette transformation. Alors que Moscou tente d'épuiser le potentiel de défense ukrainien, les investissements occidentaux peuvent travailler de plus en plus activement à son expansion. Et cela signifie que chaque nouvelle entreprise n'est pas seulement une source d'armes pour l'Ukraine, mais aussi une garantie de sécurité supplémentaire pour toute l'Europe. Budanov souligne « L'Ukraine n'est pas intéressée par le simple transfert de technologie à l'étranger, mais par la production de produits de haute technologie chez elle. Cela signifie de nouvelles installations de production, des emplois, des solutions de conception propres et une dépendance nettement moindre vis-à-vis des approvisionnements extérieurs à l'avenir. Et les ambitions de Kiev ne s'arrêtent pas là. L'Ukraine cherche à élargir sa coopération non seulement avec ses alliés occidentaux, mais aussi avec les pays du Sud global et de l'Afrique. À travers des projets de sécurité, le commerce, l'éducation et des initiatives humanitaires, car dans le monde moderne, l'influence ne se mesure pas seulement au nombre de missiles, mais aussi au nombre de partenaires. Le message principal de Boudanov est le suivant. L'Ukraine ne veut plus être l'objet d'accords conclus par d'autres. Elle revendique une place parmi ceux qui définissent les règles du nouveau système de sécurité. Et si ce projet parvient à être réalisé, le Kremlin devra se résigner au fait le plus désagréable.
Le pays qu'il voulait soumettre est en train de devenir l'un des architectes de la future sécurité européenne. Le nouveau commandement ukrainien rend le Kremlin de plus en plus nerveux. Les propagandistes russes ont soudainement changé de rhétorique et des événements se produisent en Crimée occupée qu'il est désormais impossible de dissimuler, même avec les déclarations les plus retentissantes de Moscou. Qu'est-ce qui change exactement sur le champ de bataille? Pourquoi l'arrière russe ne se sent-il plus en sécurité? Et quelle nouvelle stratégie de l'Ukraine suscite la plus grande peur chez l'ennemi? Voici les détails explosifs ci-après. Ces atouts de l'Ukraine rendent le Kremlin furieux. Alors que la propagande russe tente de convaincre sa propre population que la situation sur le front est soi-disant sous contrôle, il devient de plus en plus difficile de dissimuler la panique à Moscou. La raison, c'est le nouveau commandement ukrainien qui mise non pas sur la quantité, mais sur la rapidité, les technologies et des solutions non conventionnelles. Et il semble que ce soit précisément cette formule qui commence à briser toute la logique de la guerre russe. La nomination de Mikhailo Drapati au poste de commandant en chef des forces armées ukrainiennes a suscité une réaction très révélatrice dans les marécages. Les blogueurs russes, qui se moquaient encore hier du commandement ukrainien, ont soudainement changé de ton. L'un des propagandistes russes les plus connus, Maxime Kalachnikov, a admis sans détour « Pour les forces armées de la Fédération de Russie, c'est une mauvaise nouvelle ». C'est un général très compétent et ce n'est pas un boucher. Un autre blogueur militaire russe, Yuri Podolyaka, a appelé ses partisans à cesser de se moquer de Drapati, admettant qu'ils ont affaire à un adversaire extrêmement dangereux qui a fait toute la guerre, de commandant de bataillon à général. Et c'est probablement la meilleure évaluation qu'un commandant ukrainien puisse recevoir. Car ce n'est pas à Kiev qu'on le craint le plus, mais bien à Moscou. Drapati est un général de la nouvelle génération qui connaît parfaitement la guerre moderne. Il n'est pas associé au vieux schéma, mais mise sur la mobilité, la technologie et la préservation maximale de la vie des soldats ukrainiens. C'est précisément ce type de commandant que la Russie considère aujourd'hui comme l'un des plus dangereux. Une peur réelle au Kremlin est également suscitée par celui qui est en poste depuis un bon moment déjà. Les Russes prononcent son nom avec une irritation manifeste. Le commandant des forces de système sans pilote, Robert Madiar Brody, transforme les drones ukrainiens en une arme d'envergure stratégique. Et pendant que Drapati restructure toute l'armée ukrainienne, Madiar détruit méthodiquement ce qui était considéré depuis des années comme l'arrière-garde russe inaccessible. C'est précisément ce tandem qui ressemble de plus en plus au nouveau modèle de la guerre ukrainienne. L'un change les règles sur le champ de bataille, l'autre déplace les hostilités profondément à l'arrière des lignes ennemies. Et pendant que les généraux russes s'habituent à cette nouvelle réalité, l'Ukraine joue déjà selon des règles totalement différentes. Les règles d'une guerre de haute technologie où le rôle principal n'est pas joué par des colonnes de chars, mais par la précision, la vitesse et des milliers de drones. Le premier grand symbole de cette nouvelle stratégie a été l'opération que Robert Brody a qualifiée de manière très éloquente de coupe-circuit criméen. Et si, il y a encore quelques mois, cela pouvait sembler être un joli nom, aujourd'hui pour la Crimée occupée, c'est devenu une dure réalité. Les drones ukrainiens ont commencé à mettre systématiquement hors service l'infrastructure énergétique de la péninsule. Dans de nombreuses régions de la Crimée occupée, l'électricité, l'eau et la couverture mobile ont disparu. L'administration d'occupation russe est déjà contrainte d'imposer des restrictions sur la consommation d'électricité, même pour les entreprises, et en raison des coupures de courant, des problèmes majeurs d'approvisionnement en eau ont commencé. Ce que le Kremlin qualifiait depuis des années de vitrine de la Crimée russe ressemble de plus en plus à une zone de crise humanitaire. Le coup le plus dur a été porté aux installations militaires des occupants à Sébastopol. Selon les témoignages, au moins 8 puissantes explosions ont retenti. Le 475e centre de guerre électronique du Cap Fiolan, où étaient déployés les systèmes stratégiques Murmansk BN et Krasuka, censés protéger les troupes russes contre les armes modernes, a été pris pour cible. Simultanément, des positions de défense anti-aérienne et d'autres installations militaires ont été attaquées. L'ironie de la situation réside dans le fait que les systèmes censés brouiller les drones ukrainiens sont eux-mêmes devenus leur cible. Le Kremlin a dépensé des milliards pendant des années pour créer un dôme impénétrable au-dessus de la Crimée, mais aujourd'hui, ce dôme ressemble de plus en plus à une passoire. Et chaque nouvelle frappe réussie ne fait que confirmer que l'avantage technologique bascule progressivement en faveur de l'Ukraine. Un signal révélateur est venu des grandes entreprises russes. La place de marché Ozon a pratiquement cessé de livrer des marchandises à Simferopol, Jankoï et Sébastopol.
Les habitants de la péninsule signalent que lors de la passation de commande, le système n'affiche plus de point de retrait disponible et que le point de réception des marchandises le plus proche se trouve désormais sur le territoire russe à Taman. Pour les occupants, cela sonne comme une condamnation. Même les grandes entreprises russes ne sont plus prêtes à faire semblant que tout est calme en Crimée. La panique est telle que les autorités d'occupation ont commencé à renforcer le contrôle, même sur le transport de carburant via le pont de Kertch. Désormais, les bidons sont inspectés à la lampe torche et si le contenu ne peut être vu, ils sont examinés à l'aide d'endoscopes. Le Kremlin, qui vantait encore récemment le pont le plus sûr du monde, vérifie aujourd'hui presque chaque réservoir de carburant, comme s'il s'attendait à une menace venant de partout. Il semble que la peur soit devenue le principal passager du pont de Kertch. Et c'est précisément ici que la nouvelle formule ukrainienne de la guerre se manifeste de plus en plus clairement. Drapati restructure l'armée, la rendant plus rapide, plus moderne et plus efficace. Pendant ce temps, Magyar détruit méthodiquement l'arrière russe, transformant les dépôts, les nœuds logistiques, les infrastructures énergétiques et les installations militaires en cibles légitimes. Pour le Kremlin, il ne s'agit plus de frappes isolées, mais d'un véritable cauchemar technologique. La logistique s'effondre, la Crimée perd sa liaison avec la Russie et les propagandistes parlent de plus en plus souvent non pas de victoire, mais de la manière de sauver ce qu'il en reste. Si ce tandem maintient son rythme actuel, le plus gros problème de l'armée de Poutine ne se situera plus sur la ligne de front, mais loin à l'arrière. Et vous, que pensez-vous de ces événements? Donnez votre avis dans les commentaires. Cliquez sur « J'aime » sous la vidéo et restez informés de l'essentiel. Ukraina Siohodni suit l'actualité en temps réel et vous informe en priorité. Alors, à bientôt dans le prochain reportage.